Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux 10 ans d'une vague de violence sans précédent dans les banlieues françaises. C'est ici, à Clichy-sous-Bois, que tout a commencé. 21 jours d'embrasement des banlieues, un épisode qui a débuté avec la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, deux adolescents électrocutés alors qu'ils s'étaient cachés dans un transformateur pour échapper aux policiers. Nous reviendrons sur ces violences qui ont marqué la société française. 2 fois plus de chômage, de pauvreté, la vie dans les banlieues dites difficiles et plus dure que dans le reste de la France. Depuis 10 ans, des dizaines de plans, de mesures ont été mis en place, mais il reste encore beaucoup à faire, nous le verrons. Enfin, cette image systématiquement négative des banlieues fatigue leurs habitants. Certains se sont mobilisés pour rétablir une image plus conforme à leur quotidien. Ils témoignent notamment sur France 24 à travers notre initiative Pas de quartier. Vous le découvrirez à la fin de cette émission. Les violences qui ont débuté le 27 octobre 2005 à la mort de Ziad et Bouna ont secoué les banlieues françaises pendant 3 semaines. L'état d'urgence avait même été décrété et la société française prenait d'une certaine façon conscience des fractures qui la traversaient. Retour sur ces événements en images. 27 octobre 2005, première nuit d'émeute à Clichy-sous-Bois. Des violences urbaines qui vont durer 3 longues semaines. Tout commence après la mort de 2 adolescents, Ziad et Bouna. Ils fuient une interpellation policière et se réfugient dans ce transformateur. Ils meurent électrocutés. Les autorités écartent toute bavure. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu, ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police. 48 heures après le drame, une marche silencieuse rassemble la population autour des parents des victimes. L'heure semble à l'apaisement. Mais dès le lendemain, les violences reprennent de plus belle. D'abord à Clichy-sous-Bois, puis à côté à Montfermeil. Elles gagnent bientôt plusieurs villes en Seine-Saint-Denis et l'ensemble de la région parisienne. Les jeunes des cités expriment toute leur colère. C'est pour les mecs de Clichy. Clichy qu'on fait ça. Nique Sarko. Sarko il veut nous nettoyer au Karcher. On va lui niquer sa mère. Sarko. Monsieur le Président, après plusieurs jours d'émeutes, le monde politique apparaît sonné. Les appels au calme se multiplient. Prévenons tout amalgame entre une minorité qui sème le désordre et l'immense majorité des jeunes qui souhaitent s'intégrer dans la société. Mais sur le terrain, rien ne change. Les violences montent même d'un cran lorsqu'une handicapée est gravement brûlée dans un bus. Pendant que d'autres banlieues de grandes villes françaises s'embrassent à leur tour, les plus grands médias internationaux décrivent sans retenue une France qui flambe. En 3 semaines, près de 10 000 voitures sont incendiées, des bâtiments publics détruits. Les dégâts se chiffrent en centaines de millions d'euros. La nuit du 6 novembre sera la plus destructrice. Ce soir-là, Jacques Chirac prend la parole pour la première fois. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Dès le lendemain, le gouvernement annonce l'instauration d'un couvre-feu. Cette mesure très rare sera finalement très peu appliquée. Le calme reviendra peu à peu dans les banlieues françaises. 10 ans plus tard, fin de la longue guerre procédurale qui oppose les familles de Ziad et Bouna aux 2 policiers qui les ont poursuivis. Jugés pour non-assistance à personne en danger, ils sont définitivement relaxés. Nous marchons dans l'allée Ziad et Bouna, inaugurée récemment à Clichy-sous-Bois. Et nous sommes avec Samir Mihi, président d'Au-delà les mots, une association créée pour venir en aide et soutenir les familles des 2 adolescents morts. Et pour faire aussi de la médiation à l'intention des jeunes de Clichy-sous-Bois. Samir Mihi, bonjour. Bonjour. On a beaucoup entendu parler des émeutes de l'automne 2005. Vous préférez parler de révolte. Pourquoi ? Parce que ces jeunes avaient une raison dans le fond surtout d'avoir fait ce qu'ils avaient fait. C'était que 2 jeunes, Ziad et Bouna, étaient morts électrocutés dans cette centrale électrique. Et pour eux, c'était un moyen de crier cette colère, de manifester cette colère et de faire comprendre qu'il s'était passé quelque chose de grave à Clichy-sous-Bois, que des fonctionnaires de police étaient impliqués dans cette affaire et qu'il ne fallait pas que ça soit classé dans les faits divers. Donc c'était leur moyen, malheureusement, un triste moyen d'exprimer cette colère. Depuis 10 ans, depuis ces événements, il y a une évolution dans le bon sens à Clichy-sous-Bois ? Bien sûr, ne serait-ce que par rapport à tous les chantiers qui ont été entrepris, l'arrivée du commissariat, tout l'ANRU qui a permis de rénover et de construire de nouvelles habitations à Clichy-sous-Bois. Et puis on le voit aussi à l'heure actuelle, c'est les travaux du futur tramway
Et on le souhaite aussi dans les années à venir, l'arrivée du grand métro parisien qui va permettre de désenclaver un maximum la ville et qui va permettre justement à tous ces jeunes de pouvoir s'exporter pour trouver du travail de l'autre côté de Paris. Vous pensez que ces révoltes, elles ont fait prendre conscience à la société française d'un certain mal-être ? Je pense que ces révoltes ont surtout fait prendre conscience de l'existence de nos quartiers, puisque beaucoup de monde ne savait pas que ces quartiers existaient. Et au-delà de la France, c'est le monde entier qui a découvert ces quartiers, parce que quand vous avez une centaine de nationalités différentes de journalistes qui débarquent à Clichy-sous-Bois pour savoir ce qui s'y passe, on a découvert qu'étaient les banlieues françaises. Et ça, c'est un peu dramatique quand même qu'en 2005, on découvre à peine l'existence de ces banlieues. Merci beaucoup, Samir Mehi. Merci à vous. L'un des déclencheurs de ces révoltes, ça a été le manque d'emploi, l'absence d'emploi. Depuis 10 ans, l'État et les entreprises ont mis en place plusieurs mesures à destination des populations de ces quartiers défavorisés. Mais il reste encore beaucoup à faire pour rétablir une certaine égalité devant l'emploi. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Karima Kiki et Jonathan Walsh. Sur la question de la diversité dans le recrutement, Aéroport de Paris fait partie des bons élèves. L'entreprise a mis en place un programme baptisé Planet Airport qui a pour but de faciliter le recrutement de personnes éloignées de l'emploi, principalement dans les banlieues autour des aéroports de Roissy et d'Orly. Dans notre environnement aéroportuaire, nous avons un véritable atout. Nous avons une population très diversifiée qui fait écho donc au caractère international de nos activités, disponible, en abondance et proche. Et pour recruter ces personnes, Planet Airport leur offre des formations, leur facilite l'accès à un logement ou même à une voiture. Pascal Minger a bénéficié de ces mesures. Après de longs mois au RSA, cet informaticien a fait une formation en sécurité. On va procéder à un petit contrôle, si vous permettez. Très vite, il a pu également bénéficier d'une voiture louée à un tarif de 4 € seulement par jour, une aide qui lui a changé la vie. Ça a été pénible parce qu'il fallait des trajets de 4 heures à 5 heures pour arriver à l'heure en fait. Donc c'est-à-dire partir de chez moi à 1h du matin pour arriver à 4h du matin ici et prendre le service à 5h. Donc toute la nuit, toute la durée de la nuit, j'étais en transport en commun. Aéroport de Paris fait partie des quelques 3300 entreprises signataires de la Charte de la diversité, mais rien ne l'y oblige. Les politiques de diversité sont basées sur le volontariat. Donc effectivement, le volontariat est certes nécessaire parce qu'il a permis d'impulser des actions. Mais aujourd'hui, l'ampleur de ces actions demeure nettement insuffisante au regard de la gravité du problème. Dans les banlieues dites sensibles, le taux de chômage reste en effet 2 fois plus élevé que dans le reste de la France. Et les jeunes qui en sont issus sont aussi 2 fois moins nombreux à prendre le chemin de la fac. Aujourd'hui, à l'université Vincennes-Saint-Denis, ces étudiants sont venus suivre un atelier pour rechercher un stage, un contact avec l'entreprise que certains redoutent. Je pense par exemple aux personnes qui vont devoir être en contact avec les clients. Les personnes d'origine étrangère auront plus de difficultés dans ces domaines-là. J'ai déjà fait l'expérience de changer juste mon adresse, de mettre mon adresse plutôt sur Paris. Et ça passait mieux que de mettre mon adresse sur Sarcelles. Difficile de savoir si c'est l'origine ou l'adresse qui pose problème. L'idée d'imposer le CV anonyme qui supprimait l'une et l'autre a été enterrée au printemps par les députés français, l'État préférant continuer à encourager les entreprises à recruter dans la diversité. Les médias français consacrent souvent des reportages aux banlieues et à leurs habitants, mais les thèmes abordés sont souvent les mêmes, délinquance, violence, trafic de drogue. L'une de nos équipes a rencontré certains habitants de ces quartiers qui ont décidé de donner une autre image des banlieues. Le reportage est signé Florent Rodeau, James André et Johan Baudin. Pas de bande à l'américaine, mais un groupe très soudé, capable d'organiser une bataille rangée en quelques heures. Clients et dealers se croisent. Les guetteurs veillent. Il est sorti de prison il y a 2 ans et s'est lancé dans la cocaïne. Il ne vend que par kilo. Et chez la plupart des jeunes, l'uniforme n'attire pas le respect. Voici l'image des cités généralement diffusée par les médias français. Des endroits dangereux, théâtres de trafic en tout genre, et dont la jeunesse n'a pour unique horizon que la délinquance. Pour combattre ces préjugés, le collectif Stop aux clichés sur les jeunes a vu le jour en 2006. Chaque année, il récompense les journalistes qui donnent la parole aux jeunes de banlieue, sans verser dans l'amalgame. Quelqu'un qui va regarder la télé tous les jours, et tous les jours il voit ces images-là, il va finir par y croire.
des fois, les journalistes partent déjà avec une idée de reportage. Déjà, ils savent ce qu'ils veulent montrer. Ils ne vont pas forcément se poser à un endroit et voir et rendre compte de ce qui se passe réellement. À Clichy-sous-Bois, nous avons rendez-vous avec Naoufal. À 25 ans, il étudie l'urbanisme après une licence en sciences politiques. Pour démonter les stéréotypes, le Clichois s'est lancé il y a quelques mois dans le projet Pas de quartier. Ça, c'était un truc tout simple, tu vois. Mais ça, je te dis tout le temps, c'est pas des trucs compliqués, c'est ça qui est bien aussi. Visible sur le site des observateurs de France 24, Pas de quartier permet aux habitants de banlieue de faire partager leur vie de tous les jours. Des vidéos de quelques minutes, souvent tournées à l'aide d'un simple smartphone. On veut pas de stigmatisation, donc du coup, ils nous laissent le choix à nous-mêmes de pouvoir faire nos propres sujets, de raconter notre quotidien, ce qui se passe dans nos quartiers. C'est important parce que, mine de rien, les gens ils connaissent pas nos quartiers. Les gens ils fantasment sur nos quartiers, mais ils les connaissent pas. Bon, le bus il vient d'arriver, le 601, il vient d'arriver à la gare du Raincy. Je vais prendre le RER direction Saint-Lazare. Un espace de libre expression pour les contributeurs, comme ici, où Naoufal filme les 3h30 de trajet quotidien entre chez lui et son université. Je viens d'arriver à l'université Paris 8. On est chez nous. Naoufal l'a bien compris, changer l'image des banlieues, c'est avant tout changer le regard des médias. Bien décidé à réussir sa mission, il lancera très prochainement sa propre émission sur le web avec un objectif simple, faire parler de son quartier, mais pour les bonnes raisons. Et c'est la fin de cette émission consacrée aux événements qui ont suivi les morts de Zied et Bouna, qui, comme vous le voyez derrière moi, ont marqué les murs et l'histoire de Clichy-sous-Bois et de la société française. Restez avec nous sur France 24.